Bonjour chers téléspectateurs H-Live TV, la première chaîne haïtienne de France que vous pouvez nous regarder sur Box TV. Et puis aujourd'hui, on va parler dans ma rubrique Clin d'œil sur le passé. Comme vous savez, Clin d'œil sur le passé, c'est une rubrique socio-culturelle, historique, que moi-même, Jean-Baptiste Pétuel, votre humble serviteur, votre humble présentateur. Donc, aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Edwin d'Haïti, que on va parler de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. L'indépendance d'Haïti qui a été reconnue par les États-Unis le 5 juin 1862. Donc, avant de pouvoir entamer, je vais demander à M. Edwin d'Haïti de se présenter. Bonjour, M. Edwin. Bonjour Pétuel et bonjour aux téléspectateurs d'H-Live. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour au moins commenter l'actualité, surtout pour cette belle rubrique d'histoire d'Haïti quand on prend le passé. Bon, il faut le dire tout simplement, ce soir je vais vous parler pas en tant qu'un expert en la matière, mais plutôt comme un politicien, un activiste qui suit l'actualité, qui commente l'actualité et en même temps qui fait face à l'historicité d'Haïti. Et Edwin d'Haïti, qui est-il? Je suis un jeune homme, un activiste politique, un acteur clé de la communauté haïtienne de France et également d'Haïti. Je suis le fondateur du parti politique MUDA, qui est le parti de la diaspora haïtienne pour Haïti. Dans les dernières élections de 2015, les élections présidentielles, je devais être avec vous. J'étais là comme candidat à la présidence pour finalement abdiquer parce que les conditions n'étaient pas réunies au niveau du CEP pour que moi personnellement je continue cette bataille pour être le prochain président. Mais comme vous le savez, aujourd'hui on a un président de la République que je salue déjà au passage, mais de toute façon il y a pas mal de choses à faire. Edwin d'Haïti, comme vous le savez, en tant qu'un acteur associatif de la communauté haïtienne de France, avec AIEDA et ACPE France et surtout tant d'autres associations suivant lesquelles quand j'ai eu le temps d'apporter mon soutien financièrement et volontairement. En plus de la politique, en termes de formation, j'ai une formation en diplomatie et également en sciences politiques. Donc, en gros, c'est un personnage qui est là tout simplement pour reprendre les idées des ancêtres, parce que je m'attache beaucoup à ce que disaient les ancêtres. Quand je parle des ancêtres, je parle de ceux qui ont fondé la nation haïtienne, celles et ceux qui ont fait l'histoire, une histoire qui n'a jamais vu, une histoire qui n'existe dans aucun pays, mais une histoire qui existe seulement en Haïti sur la terre, parce qu'on a été le seul peuple noir à conquérir notre indépendance sur la sueur de nos fronts et en même temps et combattre tout un système, le système esclavagiste. Et donc à cet effet, je suis là avec vous ce soir, je suis là avec vous partout pour vous parler, pour vous expliquer un peu l'histoire, comment ça a été, et en même temps voir comment avec vous on peut trouver ce défi ou même ce sentiment qu'on avait avant, cet effort, cette bravoure qu'on avait pour faire de l'histoire, alors qu'aujourd'hui on cherche des hommes, on cherche des femmes pour une autre Haïti, on ne les voit pas. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Merci, M. Edwin. En vous écoutant parler comme ça, on voit que c'est vraiment un personnage incomplet. On peut le dire. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, en gros, que Edwin, il s'est présenté et finalement, c'est un monsieur très actif dans la communauté haïtienne. Et voilà, il y a beaucoup de personnes qui le connaissent bien. Et que pour parler de Haïti, de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti, donc avant de pouvoir parler de la reconnaissance de cette indépendance, on va faire une sorte de retour en arrière pour pouvoir expliquer comment
et par quels moyens on était arrivé là. Quand j'ai dit on était, nos ancêtres et les matières. Donc, tout le monde sait, on connaît très bien que le 1er janvier 1804, c'était la déclaration solennelle de l'indépendance d'Haïti. Et Dessalines, notre père de l'indépendance, était entouré de ses soldats, de ses généraux, de ses citoyens, de nos frères, de nos sœurs et frères sur la place d'Armes des Gonaïves. Le 31 décembre 1803, finalement, on avait préparé la transition pour faire cette déclaration aux yeux du monde entier. Et que l'acte de l'indépendance d'Haïti a été signé par plus d'une trentaine de personnes. Donc, inutile de vous dire que où se situe Haïti, de toute façon c'est en Amérique, et puis c'était un pays qui a été colonisé dans un premier temps par les Espagnols, lorsque Christophe Colomb et son équipage étaient arrivés. Peu de temps après, il y avait les Anglais. Après, vers 1625, les Français étaient arrivés. Mais pour vous dire que c'était un pays très riche, bien organisé, malgré avant l'arrivée de Christophe Colomb, c'était un pays sur le point social, politique, c'était un pays organisé puisqu'il y en avait des chefs des caciques, des Indiens, des Awawas, des peuples qui étaient déjà sur place, qui vivaient en Haïti. Donc, après, on ne va pas trop détailler. C'est juste pour vous dire la présence des Espagnols, des Anglais et des Français, cela a pu causer pas mal de nous faire du tort. Pourquoi? Parce que les Anglais étaient en guerre avec les Français et les Espagnols aussi voulaient diriger complètement l'île d'Haïti. Quand j'ai dit l'île d'Haïti, c'est la République d'Haïti et la République dominicaine, c'est l'île entière qui s'appelait à l'époque Saint-Domingue. Donc finalement, vers 1502, pour faire court, vers 1502, arrivaient les premiers Noirs en Haïti sous le gouvernement d'Ovando. Et finalement, comme les Indiens n'étaient pas, étaient décimés, étaient dans une situation, ne pouvaient pas travailler, ce n'étaient pas des braves travailleurs, on était obligé d'aller en Afrique pour aller chercher des Noirs. C'était suite au système mercantilisme, le voyage triangulaire qui se faisait entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Et c'est à ce moment-là on avait acheté, capturé des Noirs, de nos frères africains. On les a fait venir en Amérique pour pouvoir travailler. Mais déjà, la traversée sur le bateau négrier n'était pas du tout facile, c'était très pénible. Mais vous imaginez, pendant plus de 3 siècles, dans des situations très difficiles que vivaient nos frères, et finalement, par la suite des choses, je vous laisse imaginer l'atrocité que nos ancêtres avaient subi pendant plus de 3 siècles. Et que il y avait, par la force des choses, il y avait pas mal de révoltes, de soulèvements. Il y avait des insurgés, il y avait des marrons qui n'acceptaient pas, qui ne voulaient pas, qui n'acceptaient pas cette condition. Ils étaient un peu partout, des chefs qui n'étaient même pas nommés au cours de l'histoire, dans les récits historiques. Mais on peut imaginer, avant même d'arriver soit à Jean-Jacques Dessalines, Biassou, Jean-François et puis Toussaint,
il y en avait pas mal d'autres esclaves qui se soulevaient, même quand on n'a pas mentionné leur nom. Donc, finalement, à partir de 14 août 1791, rappelez-vous bien de Boukman, le soulèvement du bois et la cérémonie du bois caïman qui avait eu lieu. Et une semaine après, vers 22-23 août 1791, il y avait un soulèvement, une révolte générale dans le nord. Et que ça, c'était le premier soulèvement officiel mentionné par certains historiens. Donc, en 1794, on a vu l'arrivée de Toussaint Louverture, qui était déjà au service de l'Espagne et que d'un revirement, il a changé parce qu'il ne voulait pas rester du côté de l'Espagne. Il a vu que en France, en 1789, il y avait la prise de la Bastille. Il y avait plus d'opportunités pour lui pour mener sa lutte anti-esclavagiste. Alors, du coup, en août 1794, même on pourrait dire 18 mai 1794, il avait fait un revirement. Il s'était trouvé du côté de la France. Et de là, il avait pu mener sa lutte jusqu'au bout. On connaît très bien que Toussaint s'est fait arrêter le 7 juin 1802. On l'avait arrêté et on l'avait amené en France au Fort des Jours, où il était mort le 7 avril 1803. Donc, après, derrière lui, on sait très bien la fameuse déclaration qu'il avait faite. C'était Jean-Jacques Dessalines et les autres lieutenants qui prenaient la lutte en main. Donc, ce qui a causé en 1804, le 1er janvier 1804, Haïti était devenu la première république noire au monde, deuxième pays indépendant en Amérique. Donc, je vais passer la parole à M. Edwin d'Haïti, et lui, il va essayer de donner son point de vue. Bien, c'est bien l'historicité de l'existence de cette république, de cette nation. C'est pas du jour au lendemain. Haïti a connu pas mal de débats. Donc avant d'être appelé Haïti, on a connu plusieurs noms. On disait c'était peut-être Haïti, Quisqueya ou Boyo. C'était ce que pensait Christophe Colomb en arrivant sur les côtes d'Amérique, qui pensait qu'il se retrouve dans la petite Espagne. Donc Haïti a connu tous ces noms-là. Et quand on connaît bien tout à l'heure dans l'exposé, vous avez mentionné nos frères, et pourtant c'était nos pères. Parce que c'est en deux, c'est suite à l'arrivée de ces braves, on les appelait des bêtes de somme de ces personnes-là, nos parents, nos frères, nos pères, que nous sommes là. Mais entre-temps, on peut dire qu'est-ce que ça suscite quelques questions. Parce qu'on est arrivé en Haïti, nous, en tant qu'Haïtiens, on a fait l'histoire d'Haïti, nous, en tant qu'Haïtiens, c'est parce qu'au départ, il y a eu ce qu'on appelle l'élimination totale de la race rouge des Indiens.
Donc, il a fallu qu'on élimine totalement, que les occupants d'alors font ce qu'on appelle une génocide. Donc, ils ont causé, c'était le génocide total sur le peuple indien. Donc, ils ont causé un génocide total sur les Indiens, étant donné qu'il y avait pas mal de terres, pas mal d'affaires à faire sur l'île. Donc, ils ont été portés à se retrouver en Afrique pour retrouver des braves hommes. Et là encore, l'histoire dit. L'histoire dit, ou encore quelques personnes qui sont intéressées par ça nous disent personnellement que nos pères qui ont été emmenés sur l'île, c'était des vendus par nos propres frères. Africain. Donc, c'est des Africains qui ont fait des échanges qu'on connaît, c'est des échanges patchwork. Ces échanges patchwork, à savoir, on donne des esclaves et on récupère des armes, on récupère de la poudre, on récupère encore des denrées, parce qu'on connaissait bien la civilisation européenne était beaucoup plus en avance sur la civilisation africaine, alors que la première civilisation, on sait bien, c'est l'Afrique. Oui. Donc, tout ça encore, ça va nous ramener, comme on dit, sur l'île. Et étant donné que, quand on prend l'historicité en général, puisque sur l'île, les Français qui y partent en vacances, qui arrivent maintenant dans la colonie et qui parlent de liberté, égalité, fraternité, étant donné que parmi les esclaves, il y en avait ce qu'on appelle des esclaves domestiques, c'est-à-dire qui écoutaient ce que disaient les maîtres, et Toussaint fait partie de ces esclaves-là, des esclaves domestiques. Et puis, étant donné que à ce moment-là, les esclaves qui étaient sur l'île arrivaient d'horizons différents. Oui. On ne parlait pas une langue commune. Il n'y avait que le français. Après, c'est les dialectes Les qui dialectes, existaient. oui, oui. Eh bien, tout de suite, ça va donner naissance à une langue créole. C'est le créole. Donc, on ne comprend pas trop. On essaye de dire les mots. Et puis, finalement, eh bien, quand on parle de Boukman, qui était un Mahon, quand on parle de Boukman, qui a réussi à mettre ensemble tous ces différents esclaves qui ne parlaient pas la même langue, qui ne se connaissaient pas, eh bien, ils arrivent quand même à formater quelque chose qui découle sur 1791 avec l'insurrection servile. Oui. Eh bien, de cette période-là jusqu'à 1804, on a eu l'intelligence de Toussaint Louverture qui a voulu quand même prendre l'indépendance d'Haïti, même s'il n'est pas arrivé, mais il a dit que c'était tellement profond cette lutte. Finalement, on y est arrivé avec Dessalines pour être aujourd'hui le deuxième pays indépendant de l'hémisphère sud. Donc, ou encore de l'Amérique en général. Eh bien, ça a suscité des jaloux. Et je pense que c'est l'objet de cette émission, oui, à savoir, eh bien, la reconnaissance de la dette, cette indépendance par les États-Unis. Donc, j'allais dire, automatiquement, une fois que Haïti est indépendante, automatiquement, elle devrait, ou bien elle est devenue, ou bien elle devrait considérer comme un État-nation. En tant que tel. En tant que tel, puisque c'est un pays libre, indépendant et souverain. Donc, on va voir que pour un pays, pour dire un pays comme Haïti, c'est un pays État-nation, il y a plein d'autres choses qu'il faut voir. Il faut réorganiser. Non, il ne faut pas même réorganiser, il faut organiser. Parce organiser, qu'il n'y a pas d'organisation dans premier temps. Organiser l'État au niveau de la diplomatie. Non seulement ça, mais quand on parle de au niveau social, économique, organiser tout ça pour pouvoir subvenir aux besoins du peuple, du nouveau peuple libre. Ouais. Et tout ça demande beaucoup de choses. Et puis le fait qu'on est indépendant, on a besoin aussi de rapports avec des autres pays pour pouvoir consolider notre indépendance et puis pour faire des échanges, pour faire commerciaux, tout ça. Commerciaux et diplomatiques. Oui, commerciaux et diplomatiques. Tout ça, c'était vraiment, vraiment important. Donc, moi, je vous laisse le soin d'étayer un tout petit peu là-dessus. Oui. Comme je dis aux gens, donc moi, je ne vais pas parler en tant qu'expert ou quelqu'un qui est un historien de formation, non, pas le cas du tout.
je suis un citoyen qui fait de la diplomatie et également donc je suis d'une formation diplomatique et politique. Maintenant, c'est très bien de cerner cette question parce que sur le plan de et si on définit l'État en tant que tel, c'est quoi un État? C'est quoi une nation? Il y a trois choses qui arrivent en compte. Il y a la terre, il y a la mer, il y a l'espace. Donc, pour avoir ces trois ingrédients qui vous dit clairement, oui, aujourd'hui, nous sommes un État libre, nous sommes une nation, mais si ces trois éléments-là ne sont pas consolidés, donc vous êtes très très loin d'être ce que Une nation à une part nation entière. à part entière. Alors c'est ce que voulaient faire les pères fondateurs dans un premier temps. Et quand on regarde bien, Dessalines, c'est les tyrans ne sont pas trop loin. La France n'a jamais digéré le fait que d'être la première puissance de l'Europe, la puissance, euh, c'était la France qui commandait l'Europe à Oui, l'époque, même oui. s'il y avait pas mal de choses Avec, avec les Anglais. oui, La puissance de la France maîtrisait totalement la mer, avec beaucoup de flottes, il y avait tellement de choses. Et la France a mené pas mal de batailles en Autriche, la France a mené pas oui, mal, on en connaît Italie, les exploits Espagne, de oui, la France, oui. tandis qu'un petit pays qu'on n'arrive même pas à identifier, parce que quand on regarde Haïti sur la carte, c'est C'est juste un petit point. un petit point. Et voilà ce pays de nègres, hein, ce pays de nègres, ayant à leur tête dans un premier temps Toussaint Louverture, mais Bonaparte pensait avoir fait tout le boulot. Oui. Il a invité Toussaint pour être couronné à Paris et Toussaint s'est fait arrêter. Pour lui, il a tué la révolution dans l'œuf, alors que c'était faux. Toussaint n'était pas vraiment l'homme sur lequel tout se reposait. Voilà. Je pense que c'était là la force de C'était, cette malgré, bataille. c'était lui le précurseur. Le précurseur, mais, Mais- comme il dit, cette bataille avait des racines. Oui, Et il les racines avait, étaient profondes. voilà. Et voilà que, Effectivement, C'était c'était ça. une parole prophétique. prophétique. Voilà que Toussaint, une fois sur place, Napoléon pensait avoir tout, puisqu'on a le général, les autres vont abdiquer. Et voilà que Toussaint, en arrêtant Toussaint, en l'emmenant sur le héros, le navire, qu'il a transporté ici en France, déjà dans un premier temps à Bordeaux, Oui, et ensuite à Nantes, Bordeaux, et puis il y avait pas mal de ports Oui. au Havre, qu'il ensuite fallait traverser. traverser, et puis finalement on l'a emmené dans le Jura, Oui, au fort des jours. dans un fort. Si on avait pas mal de possessions, nous autres ici dans la communauté là-bas, pour Oui. essayer de découvrir les circonstances, hein, parce que Toussaint a vécu pendant 7 mois là-bas, donc c'était vraiment dur quand Pénible. on regarde l'époque avec le grand froid qui y a Qu'il y là-bas. avait, oui. Eh bien, c'était pas facile pour quelqu'un qui venait de l'île, d'un pays où le soleil brille tous les jours, eh bien, qui va supporter, hein, ce froid Dans un terrible. cachot. Dans un cachot, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien du tout, il y avait des petits Judas, vous voyez, il y a Juste juste pour laisser passer la lumière du jour. Et voilà que ce personnage historique a crevé là-bas un 7 avril 1803, comme nous disait l'histoire. Et bien voilà, il faut tout consolider. Et maintenant, avec l'indépendance d'Haïti, alors l'histoire où les gens disent surtout que Haïti, ce que reste dans la tête des gens, c'est 1er janvier 1804, alors que c'est pas ça vraiment l'indépendance d'Haïti. Il y en avait Il y a plein la de bataille de dates. Vertières. Il y a, et en plus, il y a les 18. Il y a 18 mai 1803. 18, oui, Pour le fait 18 novembre. 18 mai 1803, c'est la création de notre drapeau. C'est Non. une marque claire. Non, c'est Il y a pas 18 1803. 18 novembre. Non, c'est à 18 novembre 1800. Non, on est en 1803, oui. Là, on a 18 novembre, mais Oui, avant cette date, c'était la bataille de 1803. C'est la bataille de Vertières. 18 novembre. 18 novembre. 18 novembre, c'est la bataille de De Vertières. Vertières, oui. Après 18 novembre, il faut attendre le 30 novembre. Oui. Le 30 novembre, c'est quoi? Donc, ça dit la vraie indépendance d'Haïti, ça commence le 30 novembre 1803. C'est le jour où les derniers Français Oui, ont quitter laissé par terre, oui, par Haïti. terre. Parce que Oui. c'est ça. Là, les gens Oui, ont dit mais que c'était on s'est mis d'accord sur la date du 18 novembre. Oui. Mais l'idée, c'est qu'on dit ces gens-là, on dit Dessalines, c'était un bourreau. Alors les gens, ils ne mentionnent pas ça dans l'histoire. Parce qu'on disait, oui, ils ont tué tous les Français sur l'île. Non, c'est pas vrai. Non, il y avait des Étant donné professeurs, que- des pharmaciens, des Mais médecins, pas que ça, tout. mais Il des y en a soldats. des soldats qui étaient épargnés, Parce oui. que et Bonaparte
abdiqué. Bonaparte a laissé tomber le drapeau blanc. Il Oui. a dit il se rend Ouais. avec ses troupes. Mais si Dessalines était vraiment un tyran, qu'allait faire Dessalines? Ils Il allait allaient, tout fusiller. bien sûr. Il ne les a pas fusillés. Donc, il les a laissés partir le 30 novembre 1803 et l'histoire ne l'a pas mentionné pour dire aux gens que Dessalines n'était pas vraiment un tyran. Ouais. Mais il a laissé partir les soldats, les derniers Français qui s'organisaient dans la bataille qu'on connaissait. Ouais. Eh bien, ces personnes-là ont laissé dans un navire Haïti Dit et pour se entrer en rendaient France. pour entrer en France avec les honneurs. Il faut dire ça, avec l'armée qui prend la garde, comme avait fait Bonaparte Oui. pour Capois la mort, parce qu'automatiquement Capois il est tombé, que fait Bonaparte. Donc c'était une bataille vraiment, Non. je dirais, avec des règles. Oui, c'était la dernière bataille C'est la historique. avec des règles. Et bien finalement, comme on s'est dit, il faut consolider cette indépendance. Et ça nous a donné quoi pour consolider cette indépendance? Parce que cela résonnait très, 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 très fort dans la tête des Français. Pourquoi un petit pays comme ça, eh bien, cet héritage-là, si on laisse passer cette révolution, eh bien, la moitié des colonies qui se retrouvent soit en Amérique ou en Afrique, eh bien, elles vont se révolter. Donc, il faut tuer la révolution. Et pour Haïtienne. tuer la révolution haïtienne, ben, il faut, dans un premier temps, ne pas reconnaître L'indépendance cette indépendance d'Haïti. Et d'Haïti. et dans les années qui suivent, en 1606, on avait même commencé à mettre l'embargo sur Haïti. Sur Haïti. Le premier embargo. Parce que sur Haïti faisait peur, l'Espagne, toutes les grandes puissances coloniales à l'époque ne voulaient pas donner une chance à Haïti, parce que c'était pas bien, parce que tous ces pays-là, eux-mêmes, ils en avaient encore Mais ils s'enrichissaient, ils en avaient encore des esclaves chez eux. Alors, on ne va pas pouvoir reconnaître tout de suite l'indépendance d'Haïti, puisque c'était une menace, ça faisait peur à ces grandes puissances, et finalement, c'était pour ça. Et Haïti était complètement isolé au point de vue par rapport diplomatique et tout ça. Et c'était très, 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 très dur. Et même les dirigeants haïtiens, ils en avaient dit que tous les esclaves, une fois qu'ils arrivent en Haïti, eh bien, ils sont libres. Non seulement ça, et ils mettaient aussi de l'argent. De l'argent pour acheter des esclaves. Près de 40 000 par tête. Pour aider les esclaves à venir en Haïti. À être libres. Tout ça, ben, sur Dessalines, et on était même allé jusqu'à Boyer. Jusqu'à Boyer. Oui. Jusqu'à Boyer, mais Boyer mettait des dispositions économiques pour pouvoir aider les gens à quitter les États-Unis ou bien dans les pays, les Antilles, pour venir en Haïti, parce que c'était vraiment le pays libre, la nation libre, des nouveaux libres, et on pouvait même considérer ça comme c'était la première terre d'asile. Maintenant, comme on dit, avant cette reconnaissance, puisque c'était ça dans la tête de tous ces puissants, oui. On ne veut pas passer à Haïti quand on sait le fameux discours du président Delano, Franklin Delano, qui dit il faut mettre les va-nu-pieds. Il faut mettre les va-nu-pieds, il faut remonter les va-nu-pieds contre les gens de chaussures. Et c'est comme ça, on va toujours avoir la même mise sur cette terre et tout ça. Ensuite, d'empêcher ces 28 millions de Noirs. Prenez l'exemple sur Haïti. Sur ces gens-là. Et puis, il ne faut pas oublier que même si les États-Unis menaient une bataille contre les Anglais, mais c'était toujours un État d'esclaves. D'esclaves, oui, puisque c'était la ségrégation et puis, jusqu'en 1860. Peut-on comparer ce que nous, quand je dis nous, nos ancêtres haïtiens avaient réalisé avec les colons blancs anglais qui battaient contre le Royaume-Uni? C'est incomparable. C'est incomparable. Parce qu'à l'époque, c'était des blancs qui se battaient contre ça, c'était pour les blancs. C'était pour des business. Ils ne voulaient pas payer des taxes, tout ça. Ils se sont révoltés pour ne pas payer des taxes, pour ne pas reverser des taxes au gouvernement central de l'Angleterre. Oui. Et nous, les Haïtiens, on n'était même pas des hommes. Pas des hommes.
Des personnes, c'était des bêtes, des sommes, des meubles, tout ça. Des biens, Et, des meubles. et bon, c'est vraiment, je ne sais pas comment m'expliquer, parce qu'on ne nous considérait pas comme des personnes, on nous considérait comme des biens, mais est-ce qu'on peut dire que la race, c'était une bataille contre l'esclavagisme et c'était la race noire contre les blancs? Non, je ne dirais pas que c'est la race noire contre les blancs. Parce qu'on n'était pas considérés comme une race, comme des personnes. On n'était pas une race. Ben voilà. Ce n'était pas une bataille contre les noirs et les blancs, parce que n'oubliez pas que Dessalines a épargné pas mal de blancs. Contre le système esclavagiste. C'était contre un système. Donc c'était une bataille contre un système. Non, c'était juste pour vous dire la portée de nos combats. Mais on peut pas le faire ressortir. Pourquoi? Parce que l'haïtien n'était pas raciste. C'est ce que déjà, on ne le considère pas comme une race, oui. Mais lui, il n'était pas raciste. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que dans un premier temps, lui, dans sa tête, il se bat contre le système infernal. Et contre les tortionnaires. C'était une bataille contre les tortionnaires. Les gens qui sont bien heureux, il les protégeait. C'est-à-dire les médecins, les pharmaciens, les professeurs, ceux qui étaient en vacances sur l'île, toutes ces personnes-là avaient, je dirais, c'est pas bénéficiaient d'une protection. Une protection. Parce qu'il y avait les heureux, si on prend la femme de Dessalines, oui. C'était la bienfaitrice qui organisait tout ça. Oui. Et Dessalines aussi avait donné des ordres. Écoutez, il faut protéger. Et quand on prend aussi Toussaint avec son neveu Moïse, oui. Moïse n'était pas du tout de cela. Moïse, pour lui, c'était d'abattre tout oui. les Français, alors que Toussaint, il lui a dit non, il faut les protéger. Nous, on va se battre contre leur système. Le système, et contre les tortionnaires. Et Toussaint arrive même à faire fusiller Moïse. Son neveu. Son neveu. Oui. Il arrive à même faire fusiller son neveu. Donc, pour vous comprendre bien que l'haïtien, en tant que tel, c'est ce que j'aimerais bien que les gens comprennent, que l'haïtien n'était pas raciste dans un premier temps, ni n'était pas tortionnaire dans un second temps. Et puis au final, eh bien, étant donné que cette indépendance d'Haïti fait jaser pas mal de puissants, puisque à ce moment-là, il y avait des intérêts économiques énormes en jeu. En jeu, oui. Les intérêts, c'était quoi? On a les États-Unis qui voulaient récupérer pas mal de territoires, parce qu'au départ, ils étaient 13. Oui. Il faut agrandir pour être, pour être des États-Unis d'Amérique. Oui. Ensuite, il y a la France qui voulait quand même récupérer cette terre qu'elle s'y attachait tant. Oui, parce que c'était une colonie très riche. Très riche. Alors, je dis pour vous, en termes de chiffres, en 1780, la richesse, le PIB d'Haïti, quand je parle d'Haïti, je parle de Saint-Domingue. Oui. Quand on parle de PIB de Saint-Domingue, représentait 80% de la richesse américaine. Ah, oui. On est en 1780. Oui. Le PIB de Saint-Domingue représentait 80% de la richesse des États-Unis. Comprenez-vous bien ce qu'on avait, nous, en tant qu'Haïtiens, et de l'autre côté, quand on prend la partie de Est, Saint-Domingue, et quand Bois lui-même arrive à dominer l'île entière pendant 25 ans, oui. Mais vous avez vu l'enjeu qu'il y avait. Donc, on ne veut pas perdre Saint-Domingue, parce que qui dit perdre Saint-Domingue, alors que, quand on regarde en détail, les Américains n'avaient pas du tout cette même pensée des Dominicains que les Haïtiens. Non. Parce qu'ils faisaient des affaires avec les Dominicains. Oui, mais parce que Delano a dit que c'est le petit pays de peuple nègre. Oui. Donc, ça veut dire là, des fois, on se demande, si on prend aujourd'hui, par exemple, face à cette réflexion. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais maintenant, Haïti, en tant que le seul pays de l'Amérique, on parle français, c'est le seul qui a vraiment la langue française. Oui. Et des fois encore, on néglige l'Afrique. C'est-à-dire l'Haïtien, les autorités, je vois l'Haïti en tant qu'État, négligent un tout petit peu l'Afrique, tandis qu'il n'y aura pas de développement d'Afrique sans l'émancipation d'Haïti. Donc ces deux-là doivent cohabiter, et ensuite doivent marcher ensemble. Donc il n'y aura pas d'émergence d'Afrique sans l'émergence d'Haïti. Tout va de pair. Eh bien, que dire? Étant donné que le roi français, à l'époque, c'était Louis XVI, Charles X.
Oui, Non. c'était après, Alors, c'est après Il y avait Louis Louis XVI, XVIII. Louis Louis XVIII, XVI à l'époque, mais après c'était Charles X qui. Charles X. Alors, Louis XVIII, lui, c'est lui qui a envoyé, alors plutôt Louis XVIII, parce que Louis XVI était déjà décapité. Et il y avait Louis XVIII qui a entamé des démarches pendant 10 ans. Oui, Pendant 10 ans, ils envoyaient des émissaires dans l'île. Il faut le rappeler que oui, même Christophe avait condamné à mort un des représentants des Français dans l'île. Donc, oui, c'est vrai, c'était un petit peu plus difficile puisqu'à l'époque, il faut mentionner aussi que Haïti était divisé en deux républiques. Le fait que c'était divisé en deux républiques, et la France a eu du mal. alors, pas de république, on avait un royaume dans Oui, un premier oui, temps. bon, oui, ouais, divisé en deux. En Merci. deux, Oui, le royaume du Nord dirigé par Christophe, mhm. et puis l'Ouest et le Sud, c'était Il y avait Pétion et Rigaud. Pétion et Rigaud. Donc, c'était juste pour dire que c'était très difficile pour la France d'exiger à Christophe et à Pétion en même En temps. même temps. Et c'est pour ça que ça a pris du temps. Mais automatiquement que le pays était réuni avec l'arrivée des Boyers, Voyez. on avait le public était, on a une république tout entière. C'était sous l'époque des Boyers. C'est là encore que la France a relancé le processus De reconnaissance. Ouais. non pas le processus de reconnaissance, a relancé le processus de reconnaissance, mais en même temps pour obtenir une indemnité. Oui, indemnité, c'est ça. Oui, Alors, ce processus de reconnaissance oui, a d'énormes exigences. voilà, Donc, les exigences d'époque, c'était quoi? Eh bien, étant donné que dans la tête des Français, les Français disent, eh bien, ces propriétés terriens, parce que n'oubliez pas, pour arriver à garder cette indépendance ou pour prendre cette indépendance, c'était pas un jeu d'enfant. oui, Les esclaves étaient obligés de pratiquer ce qu'on dit ceux qui sont fans de petits livres, de ce livre-là d'histoire d'Haïti, oui, Thomas Madiou, couper tête, brûler caille, brûler caille. Donc il y avait, on incendiait beaucoup les plantations. Donc oui, un pays, quand je vous dis le PIB était de 80% des États-Unis, mais voilà que ce pays se réduit en cendres. en centre, oui, Et qui dit en centre, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'investissements dans l'île. oui. Beaucoup d'investissements, mais ce n'était pas des investissements haïtiens. C'était C'était des investissements des colons. des colons. Et donc, étant donné qu'il y avait la Banque de France, parce que les gens ne parlent pas de cela, surtout on avait la caisse de dépôt La caisse de dépôt, hein, l'or, en France. oui, Donc, et même encore aujourd'hui, vous voyez l'Afrique qui paie encore tout ça, mais les Africains, c'est comme si de rien n'était, ils ne comprennent pas du tout leur histoire parce qu'ils acceptent jusqu'à présent de payer en francs. Or, cette indépendance qu'ils ont sur l'Afrique, parce que la France continue à faire payer, prélever oui, une taxe qu'on appelait un oui, impôt depuis jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, Haïti avait dit non, puisqu'on ne veut pas payer cette indemnité. Mais comme Boye, lui, il était plus docile. et puis il faut nous dire, il y avait des menaces, on n'était pas allé comme ça, on avait envoyé 14 bateaux de guerre De guerre, oui, pour faire pression sur Boye. Et il a tenu quand même Boye, mais finalement, il a abdiqué en acceptant de payer 150 50 millions. millions, À l'époque, les 150 millions, c'est comme si on vidait totalement la caisse du pays en 10 ans. oui, C'est des 10 ans. 150 millions, pour à 150 l'époque, millions. c'est des milliards et des milliards maintenant. Aujourd'hui. Oui, Et vous comprenez bien, l'ex-président Aristide avait évalué ça à 21 milliards, là on était en 2002. oui, Et si on prend de 2002 à aujourd'hui, donc ça va on peut encore. même tripler Oui, le chiffre. Donc, c'est-à-dire, il a fallu trouver tous les moyens possibles pour tuer cette indépendance. Ils n'arrivaient pas. Et en plus, comme on parle de la reconnaissance de l'indépendance par les États-Unis, pourquoi les États-Unis ont pris tout ce temps pour accepter l'indépendance d'Haïti? Eh bien, il y avait des enjeux économiques que vous trouvez peut-être par plusieurs raisons dans plusieurs auteurs, par plusieurs auteurs qui bien développent sûr, oui, cette partie de oui, l'histoire. Mais moi, tout simplement, je retiens l'une des raisons pour laquelle les États-Unis ont refusé de reconnaître l'indépendance d'Haïti. On avait vu les paroles du président américain de Franklin Delano. oui, On l'a vu, on a dit ce qu'il pensait de ces nègres. oui, Et en même temps, étant donné que les États-Unis voulaient racheter
des terres pour s'élargir. Il y avait la Louisiane La à Louisiane, prendre. oui. Il y a aussi Miami à prendre. Parce que Étant donné tous ces territoires, c'était sous la domination de la de France. la France, Oui. c'est la France qui dominait ces territoires-là, eh bien, les États-Unis en profitaient pour faire chanter la France. Les États-Unis profitent de cette guerre entre Haïti, c'était pas, on dit une guerre virtuelle puisqu'on a eu l'indépendance, mais Oui. cette guerre reste sur le terrain et à n'importe quel moment. Oui. Les Français peuvent débarquer. Oui, et c'était Dessalines aussi. c'était pour ça que Dessalines avait fait construire pas mal Plusieurs d'efforts fois, parce pas mal, la fortification il avait peur d'une retour éventuelle de la France. En 2 ans, Dessalines a érigé plus de 20 forts 21 ou 22 forts. en 2 ans. Oui. Donc vous comprenez bien. Et ce n'était pas des petits forts. Ah non, C'était des vrais monuments, oui, des monuments. oui. Donc Dessalines a fait ériger tout ça pour protéger l'île. Et qu'est-ce qu'il a deviné à Dessalines? On l'a tué. Donc on s'est considéré encore par des conspirations. On va arriver sur ça. On va arriver sur ça. Et pour ne pas oublier, il faut rester sur les États-Unis. Non, les États-Unis qui voulaient en profiter et la guerre entre Haïti et la France pour pouvoir essayer de trouver un moyen pour acheter. Pour acheter non seulement Miami, pour acheter aussi la dette d'Haïti. Oui. Parce que les États-Unis convoitaient la Navals. Voilà, oui, c'est ça. Les États-Unis convoitaient le Mall Saint-Nicolas. Oui. Parce qu'ils voyaient que ce sont des terres prospères. Il y avait pas mal de denrées. Ils voient tout ça. Donc, ils en profitent pour faire chanter la France et pour avoir à bon prix, au meilleur taux. Oui. La Louisiane. La Louisiane, Miami et la Lorraine. Oui. D'accord. Et il y a aussi d'autres raisons que moi-même je peux ajouter, puisque vous savez que les Américains, ce sont des descendants des Irlandais et puis des Anglais. Donc, ils étaient révoltés, ne voulant pas payer, reverser des taxes au gouvernement central de la métropole. Alors, du coup, comme la France et l'Angleterre étaient toujours en guerre, et en 1663, la France a été vaincue par l'Angleterre, et pour se venger, la France s'est arrangée du côté des Américains pour essayer de soutenir les Américains contre les Anglais. Et comme une fois que Haïti est devenu indépendant, moi j'ai l'impression que les Américains avaient une dette envers la France pour éviter, à cause de ça, ils étaient un peu gênés pour reconnaître automatiquement tout de suite l'indépendance d'Haïti. Mais il y avait 2 dettes. On peut même expliquer qu'il y avait 2 dettes. Oui. Il y avait une dette envers la France, mais il y avait une dette envers Haïti. Oui. Parce que n'oubliez pas que la Savannah. La Savannah. Parce que Oui, mais bon. Mais ils n'étaient pas reconnaissants envers nous. Bon, voilà, donc, il y avait 2 dettes. Ils n'étaient pas reconnaissants envers nous. Parce que déjà, c'est des nègres. C'était des nègres, voilà. Donc, c'était pour ça. Et puis, on peut toucher le cas des Espagnols, puisqu'on avait chassé, nos ancêtres avaient chassé les Espagnols. Et puis, les Anglais, on les avait chassés aussi. Alors, finalement, eh bien, tous ces pays, parce qu'ils en avaient encore des esclaves chez eux, et ils en avaient des colonies, tout ça, eh bien, pour cette raison, ils étaient incapables de reconnaître l'indépendance d'Haïti, puisque eux-mêmes, ils vivaient par ce système esclavagiste. Ouais, c'était là qu'ils puisaient leurs richesses. C'était l'or du moment. C'était l'or du moment. C'est comme maintenant, on voit que... la drogue. Non, pas la drogue, le pétrole. Le pétrole, c'est considéré comme du diamant. Ouais. Mais à l'époque, c'est l'opium. La canne à sucre, chez nous là-bas en Haïti, l'indigo, la canne à sucre, c'était considéré comme l'or. À l'époque, le vétiver, parce que tous ces grands pays étaient à la recherche, voulaient puiser en Haïti, Bon, j'ai laissé le mot. Oui, il y avait aussi, s'enrichir en Haïti, parce qu'il y avait aussi la bauxite. Oui, il y en a des minerais, tout ça. Et même à ce qu'il paraît, on parle des minerais, parce qu'il y a même l'iridium. Oui. Non,
on dit qu'il y a, surtout pour la Navaz, c'est l'arbre qui fait le caoutchouc. Oui, Quand on prend la Navaz, il y a ce table-là. Et Môle Saint-Nicolas qui n'est pas exploité, on nous dit que peut-être c'est la quatrième réserve oui, du monde. du monde. Donc c'est pourquoi il y avait toute cette convoitise d'Haïti entre les c'est à ce moment-là qu'on rentre directement dans la chose que les États-Unis ont accepté de payer pour 4 le compte millions. d'Haïti 4 millions. Oui. Ouais, Et puis aussi, il faut mentionner aussi le fait qu'Haïti était devenu indépendant, ben, tous les pays en Amérique du Sud, aux Antilles et pas mal d'autres pays prenaient Haïti comme modèle. comme modèle. Et pour mentionner le cas de Simon Bolivar, Simon Bolivar, qui était venu en Haïti, pour voir comprendre, Toussaint pour comprendre pendant plus de 3 pour voir mois, Pétion, pour voir Pétion, et avec ses alliés pour demander l'aide d'Haïti. et les conseils au niveau de Pétion. Et Pétion, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il avait ordonné qu'on donne des armes, des munitions et tous les conseils qu'il fallait à Simon Bolivar. Et c'était comme ça que Simon Bolivar a pu donner l'indépendance dans la Grande Colombie. La Grande Colombie, Voilà. toute la partie Oui, la latine, Venezuela ou autre chose. Venezuela, Bolivie, encore quoi d'autre? Oui, il y a Bolivie, l'Équateur. L'Équateur, voilà. Donc là, ce qui est intéressant dans ce qu'on dit, c'est qu'on voit, si on regarde bien l'haïtien d'antan et l'haïtien d'aujourd'hui, on voit ces deux nations différentes. Voilà. C'est-à-dire, quand on regarde bien, avant, ils n'avaient pas peur de rester affamés pour se battre contre la liberté. Ils n'avaient pas peur d'affronter les puissants de l'époque. Parce qu'avant, avec quoi qu'on se militait? C'était de la machette. La machette, des pics. Des pics. Piquois, pique, Oui, c'est que ça. le feu, du pot de lambie, tout ça. Lambie, Et il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Non, il n'y avait pas de moyens pour se déplacer. C'était sur les chevaux. Et même là encore. On fait à Cayenne, Saint-Marc, Port-au-Prince, c'est sur les chevaux. Et malgré ça, le type, il fait un grand parcours sur son cheval. Oui. Une fois arrivé sur place, il faut se battre. Il faut se battre. Et il n'y avait pas de nourriture, c'est pas comme quoi on passe maintenant, si on quitte. Il n'y a pas de ravitaillement, si on laisse Port-au-Prince pour aller vers Gonaïves, sur toute la route maintenant, on trouve des marchands, on trouve des boutiques, on peut se ravitailler. Mais à l'époque, c'était dans des goudes qu'ils amenaient de l'eau, des patates boucanées, des rations, tout ça, pour pouvoir subsister. Et c'était entamer leur guerre contre. Et c'était des vaillants soldats. C'était des vaillants soldats. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré l'émergence de la technologie, comme on dit, on peut manger en Haïti et boire aux États-Unis. Oui. Alors que l'âme haïtienne qu'on avait avant, eh bien, on la cherche aujourd'hui, on ne la trouve pas. Le pays croupit, on ne trouve pas de leader qui arrive à transformer, à transcender la nation pour leur dire, écoutez, nous, on est des modèles, on peut refaire l'histoire. Et quand on regarde la jeunesse qui s'épapille à travers le monde, et quand on regarde un pays où il y a le soleil qui brille tous les jours, il y a de l'eau, il y a, et quand il pleut, c'est de l'inondation totale parce qu'il y a tout à faire, donc on n'arrive pas à emmagasiner toute cette substance qui peut être utile pour l'agriculture, qui peut être utile pour tout ce qu'on veut pour le développement du pays. Eh bien, on est un peuple maintenant qui se retrouve à la merci. On n'est plus un esclavage comme à l'époque. Eh bien, le peuple, il s'assoit sur lui-même, sur ses lauriers. On dit oui, on est indépendant. Oui, on a fait ceci, on a fait cela. Mais pendant ce temps, nos ventes. Oui, mais c'était pour ça, moi, je voulais parler d'État-nation. Parce que, moi, je disais, est-ce qu'on peut parler de ça? Parce que finalement, on voit que toutes les conditions ne sont pas réunies jusqu'à présent, malgré plus de 214 ans. 213 ans? 214? De 1804 à aujourd'hui. Oui, 214. Ok, bref. Et malgré ça, jusqu'à présent, rien n'est fait. Rien n'est fait. On cherche. Et puis, quand on parle, il n'y a pas que vous et moi, tant d'autres Haïtiens. On a comme référence, toujours, depuis 200 ans,
on a toujours comme référence Dessalines. Toussaint, Dessalines, Christophe Les mêmes. Pétion. S'il faut tenter ajouter, je ne sais pas On ne si peut pas. On ne peut pas. et Dumas est estimé. Oui, et malgré tout, on Oui, trouve... oui, non, c'est pour ça que je dis s'il faut. C'est pour ça que je dis s'il faut. Oui, On a dit, c'est des bâtisseurs. oui, c'est des bâtisseurs. C'est des bâtisseurs. Mais sinon, depuis plus de 200 ans, on a toujours comme référence Mais nos ancêtres. est-ce qu'aujourd'hui... Mais jusqu'à présent, on cherche, on ne trouve pas. Des fois, on dit Duvalier. Je ne sais pas si vous voyez, il y a tout un petit brin de réhabilitation de Duvalier. Parce que Oui, les gens disent, sur l'époque de Duvalier, par exemple, avant 86, Haïti n'était pas ainsi. Haïti faisait rêver parce qu'il y avait encore cette faveur des autres pour venir en Haïti. Il y avait le casino, il y avait pas mal d'hôtels, il y avait l'industrie touristique tournait à oui, merveille. Bon, c'est vrai, les États-Unis à l'époque se rangeaient du côté, alors plutôt, Papadoc se rangeait du côté des États-Unis pour se protéger oui, pour se protéger par rapport, oui, 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 des communistes, oui. etc. Et il a su profiter aussi pour faire, pour faire développer Haïti. non, pas pour, oui, pour faire développer Haïti d'une part, mais pour exiger des États-Unis et des avantages, Oui. pour pouvoir tirer des avantages oui. du côté des États-Unis, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il a toujours dit, si vous faites ça à moi, par exemple, si je vous demande ça, je ne l'obtiens pas, je vais chercher ailleurs. Ouais. Oui, c'est toujours le chantage. Oui. Mais est-ce que dans un premier temps... Ou je vais faire comme Cuba. Comme Cuba. Est-ce que dans un premier temps, parce que c'est ce qu'on me raconte, le développement de Saint-Domingue, par exemple, avec tous ces gratte-ciel, cette économie de beaucoup d'Américains riches, de beaucoup de Latins qui arrivent, beaucoup d'Européens, parce que c'est l'Espagne qui investit beaucoup à Saint-Domingue, ben, dans ce moment dit, on apportait ce rêve à Duvalier. Moi, personnellement, j'ai rencontré la personne qui avait cette mission, qui venait en Haïti, qui dit, écoutez, il a pour mission, alors, elle avait pour mission, cette personne, de rencontrer le gouvernement américain, le gouvernement haïtien, et de dire, voilà, nous, on vous propose ça, pour sortir de là où on est. Parce qu'à ce moment-là, il y avait le McDonald's qui voulait s'implanter là-bas, il y avait Ford qui voulait s'implanter, il y avait tant d'autres grands industriels qui oui. voulaient développer Haïti, mais Duvalier avait dit non. Peut-être Duvalier avait vu, dans sa tête, il voulait faire une révolution, parce que Duvalier a écrit un livre, il y a un livre sur Duvalier qui parle de 40 ans de révolution, 10 ans d'émancipation. Donc ça, Duvalier avait dans sa tête de gérer pendant 50 ans. Ouais. Il a fait 30, lui et son fils, ils ont fait 29 ans. Et le rêve, c'était de rester un demi-siècle sur Haïti, comme fait Castro, qui est resté pendant un demi-siècle à Cuba. Et bien, il voulait, voilà, 40 ans de révolution et 10 ans de développement. C'est ce qu'il voulait faire. Mais à ce moment-là, on dit, Duvalier a refusé cette offre des Américains. Et au final, ça a été à Saint-Domingue. Et voilà, aujourd'hui, quand on regarde Saint-Domingue, moi je ne dis pas il a fallu qu'il accepte, c'est parce que je suis en train de dire. Ouais. Je dis tout simplement, l'opportunité a été présentée, il y a eu cette possibilité. Et c'était refusé. Et c'était refusé parce que j'ai eu la personne, j'ai été chez lui, on en a discuté, oui. Et il m'a dit, aujourd'hui encore, il est prêt à faire quelque chose avec Haïti, moyennant qu'il trouve les personnages clés et responsables. C'est-à-dire des personnes qui veulent vraiment que Haïti. Lui, il a regretté par la suite ce que devient Saint-Domingue. Cette personne, il m'a dit, c'est pas ce qu'il voulait, lui. Oui. C'est pas ce qu'elle voulait. Donc, c'était pas ça l'idée quand il voit de ces gratte-ciel. Non, c'était de faire de Saint-Domingue une terre naturelle, une terre de spa. Hein? Oui. C'est-à-dire, quand on va là-bas, on va pour se ressourcer, on va pour retrouver des énergies, mais c'est pas qu'on est dans le tourisme sauvage, pour faire du tourisme sauvage, qu'on voit l'exploitation du sexe. C'est parce que lui, au départ, qu'il avait comme projet pour le développement de Saint-Domingue. Donc, en gros, moi, je pense que là, Duvalier n'avait pas raison de ne pas accepter. Et donc, on peut éventuellement dire ce qu'on veut. Hein? Oui, oui. Moi, je pense que chaque personne peut voir les choses différemment. Ouais. Et donc, dans la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti,
M. Edwin d'Haïti, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'hypocrisie de la part des autres? De la part des autres, vu la situation dans laquelle Haïti se trouve jusqu'à présent. Est-ce qu'il y avait une hypocrisie? Moi, je ne dirais pas. Ils étaient dans leur droit de ne pas reconnaître l'indépendance d'Haïti. Oui, même après la reconnaissance, je dis. Oui, mais ils étaient dans leur droit. Mais maintenant, si je parle, je pourrais peut-être retourner la balle contre les Haïtiens. Et on se battait pour avoir cette reconnaissance. Maintenant, on en a fait quoi avec? On en a fait quoi? Ouais, c'est peut-être, moi, je ne veux pas que le blanc, d'autant pas le blanc physique, je veux dire le blanc dit l'occupant. Oui. C'est ce que faisait Duvalier en arrivant en Haïti. Qu'est-ce que vous avez fait de mon pays? Ouais. Oui. C'est fort. Oui. C'est fort. Moi, je trouve que il avait beaucoup d'audace. Non, il faut dire Jean-Claude Duvalier pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Voilà. Oui. Baby Doc a dit, qu'est-ce que vous avez fait de mon pays quand il s'est présenté au Oui. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui... Et parce que la situation s'était aggravée par rapport à son époque. Mais en même temps, il faut reconnaître que Duvalier non plus, il n'était pas un bandit, si on pourrait dire. Parce que le mec, il a accepté de laisser Haïti au lieu de projeter un bain de sang. Oui. Alors que ses amis, ses alliés l'ont payé très cher avec le déchoucage, le coupé de tête. Non, oui, moi je dirais plutôt, une fois reconnaître l'indépendance d'Haïti, mais jusqu'à présent, est-ce qu'on n'a pas essayé encore d'empêcher notre développement? Oui, c'est là que je veux... C'est ça que je vous dis, je ne vois pas l'hypocrisie. Oui. Parce que c'est vous ça que ils étaient dans leur droit. Ils sont dans leur droit. Vous aussi, si vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre monte, vous êtes dans votre droit de l'empêcher. Maintenant, c'est à cette personne de prouver qu'elle peut monter. C'est ça, moi, l'idée. Parce que cette indépendance nous coûte très cher. Hein? Cette indépendance nous coûte très cher. Mais moi aujourd'hui, mon problème, actuellement, je me bats pour cette indépendance. C'est pour ça, là, actuellement... Une autre forme de dépendance. Une autre forme de dépendance. Et s'il le faut, parce qu'on ne peut pas prendre les armes comme à l'époque. Il faut faire la révolution mentale. Maintenant, je suis de la révolution mentale ou économique. Parce que sinon, on va nous faire passer pour un terroriste. Donc, c'est très facile. Dès que vous prenez l'idée de il faut faire une autre Haïti, il faut qu'Haïti sorte du marasme économique, qu'on sorte là où on est avec la MINUSTA sur place, les bottes ferrées qui souillent ce sol qu'ils ont laissé pendant 214 ce sol qui a 214 ans. Eh bien, c'est pour ça, dernièrement, je n'ai pas célébré, je n'ai pas commémoré les 214 ans d'indépendance. Les 214 ans de la fête du drapeau. Je n'ai pas commémoré ça. Moi, c'est là que je trouve l'hypocrisie. C'est ça que je trouve hypocrite. C'est-à-dire que nous, Haïtiens, on accepte chaque 18 novembre, chaque 18 mai, de parader, de faire semblant qu'on est un peuple libre. C'est là l'hypocrisie. On fait semblant, on sait bien qu'on n'est pas libre. Haïti n'est pas un pays libre. Haïti est sous tutelle depuis. Haïti est sous tutelle. Maintenant, c'est cette réflexion de parler toujours de Dessalines, de Toussaint, moi je pense que c'est important. Ça reste toujours des références. C'est important puisqu'on n'en a pas d'autres. On n'en a pas d'autres. Je pense que c'est là que vous et moi et les autres, on doit s'asseoir. Moi aujourd'hui, je demande le débat national. Parce que plus de 200 ans, et à chaque fois que on se réfère toujours du côté de Toussaint, l'ouverture, Dessalines, Pétion, Christophe, et puis parfois on parle de Boukman. De Boukman, oui. Et puis de Macandal, et puis voilà. C'est une grande personnalité regardez comment il l'a fait. On parle de Charles Peralt. Oui. On l'a pendu. Oui. Mais lui, c'est quelqu'un qui disait non à l'occupation américaine. D'accord. Mais aujourd'hui, combien d'Haïtiens qui disent non à l'occupation américaine? Personne. Mais au contraire, ils sont les bienvenus dans le cercle même des oppresseurs. Oui, Parce qu'on s'en sert d'eux pour maintenir Haïti dans le fond. D'accord. Bon, on a tellement de choses
à parler, à démontrer tout ça, mais j'imagine que le temps, vous imaginez que le temps nous fait défaut. Oui. Donc, on va être obligé de conclure. Alors, vous avez 1 minute. Bon, 1 minute peut-être c'est peu. Je vais conclure par cette invitation parce que nous, c'est ce constat qu'on fait, nous autres en Europe, au niveau de la diaspora haïtienne d'Europe. Je réclame depuis combien de temps, avec mon parcours politique, le débat national, après le docteur Tunet Delpé qui avait fait ça, une âme d'action, une âme de défense pour au moins sortir ce pays là où il est. Donc jusqu'à présent, personne ne veut rentrer sur le Dans cette chantier logique. de faire entrer dans cette logique de débat national. Moi, je suis pour ce débat national, mais c'est... Durant ces débats, on va pouvoir parler de la reconnaissance de l'indépendance Eh d'Haïti bien, la ou... reconnaissance plus encore, parce que nous, on parle de l'intégration. Parce que moi, c'est quelque chose, bon, pas pour moi, mais je pense que la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti, on n'a pas vraiment parlé de ça, et puis ça nous a fait du tort, Pour et moi, puis ça finalement... ne m'intéresse pas de la reconnaissance. C'est comme si c'est quelqu'un, vous cherchez à ce on vous accepte. C'est pas à vous de mener des démarches pour qu'on vous accepte. Je pense que c'est vos exploits. C'est vos exploits qui vont faire en sorte que l'autre... Non, mais j'ai parlé à l'époque, mais maintenant, Non, mais pour l'instant, je tout parle est de rentré non, dans la aujourd'hui, normalité. la normalité, c'est quoi? On vous dit que vous êtes libre, alors que dans le fond, vous n'êtes pas libre. Donc moi, personnellement, quand on me dit oui, Haïti est libre, je dis c'est faux. On a un drapeau, on a un territoire, Aujourd'hui, c'est très facile. Non, on n'a pas de on a un territoire. peuple, On n'a pas de territoire. on a un peuple, On n'a pas de peuple. on a des frontières. On n'a pas de frontières. Tout ça ne fait pas nous, Non, on n'a pas de frontières. ne fait pas d'Haïti On n'a pas de frontières. un pays libre, indépendant. On n'a pas de peuple. On n'a pas de peuple. On n'a pas de frontières. C'est fort ce que je dis. On n'a pas de peuple. Maintenant, regardez si on avait vraiment un peuple. Allez à l'aéroport Toussaint-Louverture. Alors, regardez ce qui se passe à Maïgaté. Regardez ce qui se passe tous les jours. Pour Chili seulement. 160 personnes, pas tous les jours. Je sais. Pour Chili seulement. Je ne sais, parle je pas sais. du Brésil, je ne parle pas. Est-ce qu'on a vraiment un pays? Non. Est-ce qu'on a un territoire? Non. Est-ce qu'on a... On a peut-être une langue que parle tout le monde, le créole. Mais quand on prend aussi un ambassadeur d'Haïti à Washington, mais qui est aujourd'hui le premier personnage qui se retrouve devant pour demander au gouvernement américain de renouveler le TPS pour les Haïtiens, là on se dit, alors Haïti c'est quoi exactement? C'est compliqué. C'est l'ambassadeur d'Haïti qui se trouve devant le département d'État et qui demande à ce qu'on renouvelle le TPS pour les Haïtiens qui sont aux États-Unis. Alors comprenez bien, est-ce que ça c'est un pays indépendant? Comprenez bien, est-ce que vous êtes un peuple indépendant? Comprenez bien, est-ce que cette reconnaissance que vous cherchez depuis... Parce que les autres, ils l'ont mérité, cette reconnaissance, parce qu'ils ont milité pour ça, ils ont donné beaucoup de leur sang pour ça. Mais aujourd'hui, nous, on donne que nos ventes, alors qu'on cherche la reconnaissance des autres. Je pense que ce sommet du 3-4 perpétuel, c'est une occasion pour les Haïtiens ici en France et en Europe et un peu partout, mais de se focaliser sur cette foutue indépendance qu'on cherche, alors qu'on sait vrai, dans la réalité, nous ne sommes pas un peuple libre, nous sommes un peuple qui est ouvert à tous. Un territoire ouvert, un territoire sans contrôle, un territoire sans chef, qui a que des mercenaires qui font du business. D'accord. Donc, pour les téléspectateurs que vous regardez, un dernier mot, et puis... Les téléspectateurs, je dis tout simplement merci de m'avoir écouté. Et puis, étant donné que dans la communauté, on est en train de faire des efforts, je remercie l'antenne Dash Live, la direction, qui nous donne cette opportunité de dialoguer avec le grand public, également l'animateur, le présentateur de cette émission. Et puis je dis tout simplement aux Haïtiens de partout, surtout aux Haïtiens de France, essayons d'être solidaires ensemble, essayons d'accompagner les activités de nos compatriotes. Je pense que si chez vous, vous faites des activités d'Haïtiens, vous faites des activités des Haïtiens, vos activités, c'est comme si ensemble on va créer de la richesse, et c'est comme ça qu'avaient fait nos ancêtres, c'est comme ça qu'ils ont eu une Haïti libre, une Haïti souveraine. Mais si à chaque fois vous essayez de boycotter votre compatriote, vous essayez de minimiser l'effort que fournit un compatriote en laissant de côté sa famille, sa fortune,
son travail juste pour essayer de mettre sur pied quelque chose qui parle d'Haïti et qui parle également de cette communauté, eh bien, si vous ne vous suivez pas, mais je pense qu'on va se laver les mains et les essuyer par terre. Et alors ce qu'on va dire tous les jours et pendant 200, pendant 400 ans encore, on va toujours être en quête de cette reconnaissance d'indépendance, alors qu'en réalité, si vous voulez être libre, c'est à vous de vous organiser, de créer du business, d'avoir de la finance et en maintenant d'investir dans tout ce qui est possible pour faire d'Haïti une merveille dans la Caraïbe, comme ça a été il y a 214 ans. Merci, M. Edwin. Voilà, mesdames et messieurs, c'était un débat organisé à H-Live TV, votre première chaîne de France, haïtienne de France, avec M. Edwin et moi-même Jean-Baptiste Pétuel. On a beau essayer de parler sur la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti, mais normalement, il a beaucoup d'autres choses à dire, mais le temps nous fait défaut. On est obligé de mettre fin à ce débat. Je pense qu'on n'a pas tout dire, mais finalement, je pense qu'on a dit l'essentiel. On a essayé de toucher un petit peu les grands points. Et puis là où les bas blessent, finalement, je vous remercie, mes chers téléspectateurs, et restez branchés sur H-Live TV. Vous en aurez encore d'autres débats comme ça. Merci.